Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Et ben déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en ce 9 décembre pour le dernier TDS de l'année 2020. C'est le 46e TDS. Ça commence à faire un bon petit paquet. Là, j'ai regardé l'autre jour. Ça va faire 6 ans que le TDS il existe et c'est cool d'avoir toujours la communauté qui nous suit après 6 ans. Ce soir, on a Nicolas qui va nous présenter un projet qu'il a développé. Donc Nicolas, c'est dans la petite vignette. Enfin, chez moi, c'est en bas à droite, mais chez vous, c'est peut-être ailleurs. Il va nous présenter son projet Adacraft. C'est un projet autour de la programmation par bloc, du principe de programmation par bloc pour faire découvrir l'IA, l'intelligence artificielle, et jouer avec et sensibiliser entre autres des enfants, mais ça peut être aussi des adultes. Ça marche très très bien. Avant la présentation de Nicolas, on va faire une petite présentation du Toulouse Data Science. Pour les nouveaux parmi vous, je ne sais pas s'il y en a, mais là, alors, normalement, je fais un petit sondage dans la salle, mais là, c'est un peu compliqué. Mais disons qu'on va quand même faire une petite présentation du Toulouse Data Science. Donc déjà, qui on est? On est une communauté de personnes qui aiment la data, principalement autour de Toulouse, enfin Toulouse et sa région, mais en fait avec le remote on commence à avoir du monde d'ailleurs, c'est vraiment cool. Comment on est alors Florian, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Ouais. On a principalement 4 événements. Donc le premier c'est les Data Talks. Alors normalement c'est en présentiel, mais bon, tu peux mettre tout et comme ça je fais la présentation de tout le monde. Les data talks sont principalement à la base présentielle, c'est un peu les cours magistraux que vous avez pu avoir à la fac ou en prépa. Maintenant ils sont en remote, mais bientôt on espère ils reviendront en visuel, en vrai. On a les data no blabla, ça c'est l'équivalent, si on regarde la métaphore de l'université, c'est vos TP. Vous êtes vraiment avec vos ordinateurs, et là vous codez, vous faites un notebook, vous découvrez un principe, un concept ou une nouvelle technologie, vraiment en mettant les mains dans le cambouis. Vous avez les Data Journal Club, où c'est un article qui est sélectionné par un groupe qui veut se retrouver, et vous le décortiquez en long et en large et en travers pour pouvoir vraiment bien le comprendre. Enfin, voilà, le principe du Journal Club. Et puis les Data Moritos, comme son nom l'indique, il y a des moritos, on parle de données, mais pas que. C'est surtout un événement pour fédérer un peu la communauté autour d'une soirée informelle où on passe un bon temps en faisant la connaissance de chacun. À part nos événements, on a un site internet, si je me souviens bien de la slide suivante. Yes, alors avant le site internet, c'est déjà la core team qui sont les valeureux volontaires qui animent la communauté. Donc ce soir, il y a Florian, Thibaut et moi. Il y a également Aurélie et Victor. Donc Thibaut et Florian sont là, vous pouvez les voir dans les petites vignettes. Et ben, si vous voulez, et donc ça peut être vous aussi, votre photo là dans cette super core team. N'hésitez pas à venir nous parler soit après, quand on se retrouvera au Gazer, sinon sur le Slack, tout simplement, vous venez nous parler. On est identifiable avec il y a un petit emoji TDS à côté de notre nom sur le Slack. Alors, donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez venir animer, y a pas nécessaire, ou même si vous êtes curieux à quoi ça consiste d'animer la communauté. Voilà. Derrière, c'est là où il y a le site internet. Ouais. Donc on a un site internet, en dehors du meet-up, en fait on a un site internet qui recense un peu toutes les informations autour de l'association Toulouse Data Science. Et en particulier, il y a la liste des events précédents où vous allez pouvoir avoir les liens vers les slides et également plus récemment, les dernières fois on a enregistré donc les liens vers les YouTube. Il y a également un lien vers le CFP, le Call for Paper. C'est simplement si vous voulez proposer un sujet, si vous avez envie que le TDS parle d'un sujet, ou bien vous voulez présenter une dernière petite fierté personnelle autour de la data, ou quelque chose que vous avez développé pour le travail et que vous souhaitez partager à la communauté, que vous pouvez partager à la communauté bien sûr.
c'est ici, vous pouvez faire votre proposition, c'est un petit fichier à remplir et on revient vers vous pour organiser tout ça. Ça peut être une présentation d'une heure comme ce soir, mais ça peut être aussi un petit sujet de 20 minutes. Voilà, et on fait une soirée multi-sujet où on peut mettre plusieurs sujets de 20 minutes. Vous avez également le rappel des liens pour nous contacter, donc il y a principalement le Twitter, la page Meetup, effectivement, et puis le Slack surtout. Après ça, oui, quels sont les prochains sujets au TDS? Donc ça va être en 2021. Au moins dans la première partie de l'année, ça va être en remote, excepté s'il y a un grand changement, une grande nouvelle, le Covid disparaît comme par magie au 1er janvier. Auquel cas, on sera un plaisir de vous retrouver en vrai. Mais voilà. Et donc, on a besoin de vous. On a quelques sujets dans les valises, on a quelques contacts d'intervenants. Mais c'est vrai que depuis qu'on est avec le confinement, c'est un peu plus difficile pour aller démarcher ou rencontrer ou discuter avec les personnes pour trouver des sujets de talk, de nos blabla ou de journal club. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous signaler, à venir nous parler sur le Slack pour proposer des idées ou des talks. Derrière, il doit y avoir, donc oui, aujourd'hui c'est remote. Je vais pas lancer la vidéo, mais, mais vous avez les slides seront disponibles, donc vous pourrez les mettre. Ah, c'est vrai qu'on les. Bon, c'est pas... donc voilà, c'est en remote. Donc là, il y a la présentation, et puis après, on se retrouvera sur un gazer pour papoter autour d'un verre virtuel. Donc, malgré la situation, on voudrait quand même remercier tous nos soutiens, Dexter, Airbus, Liber, qui sont toujours là Actuia, Haricot, O'Reilly, qui sont aussi des soutiens, c'est pas des sponsors, mais ils nous soutiennent dans notre démarche dans l'association, donc c'est vraiment très important. Haricot, on a hâte de retrouver, comme je disais, les meet-up dans ce lieu magnifique, que je trouve magnifique dans Toulouse. Donc merci à eux, vraiment merci à eux. Quelques nouvelles à vous partager, on en a 3. La première, si je me souviens bien, c'est AlphaFold. Donc DeepMind, Google a encore fait des siennes. Ils sont venus, ils ont pris un problème, ils ont fait ça fait 50 ans que vous travaillez dessus. Bon attendez, on va vous mettre le DeepMind dessus. Alors je sais pas si ça fait 50 ans. Ah bah si, ça fait 50 ans. Donc là, le challenge, c'était en biologie. Donc si j'ai bien compris, et s'il y a des biologistes parmi vous, ou des anciens biologistes parmi vous, m'en voulez pas si c'est pas tout à fait correct, mais si j'ai bien compris l'article et les vidéos, les protéines qui sont faites d'acides aminés, selon leur fonction est définie selon la manière dont leur forme en fait, comment la chaîne se plie. Et ce problème de comprendre, selon une certaine chaîne d'acides aminés, comment elle va se plier pour faire la forme finale et donc la fonction finale, apparemment était un grand challenge vieux de plusieurs décennies. Et en fait, AlphaFold, Google, a réussi à créer un modèle qui permet de prédire, selon la chaîne, quelle forme elle va avoir. Et ça a principalement des répercussions assez importantes sur, par exemple, tout ce qui est le travail sur les maladies ou sur la dégénérescence. Ou, voilà. Si on arrive à prédire comment cette chaîne quelle va être sa fonction, on peut peut-être essayer de modifier en avance de phase. Voilà, encore une belle réussite et une belle illustration de comment on peut utiliser le machine learning et le deep learning, l'intelligence artificielle, pour des grandes avancées en sciences et dans l'humain. La slide suivante, c'est un exemple d'utilisation du reinforced learning en production, vraiment dans un cas réel, on va dire. Là, c'est les ballons stratosphériques qui ont besoin de savoir naviguer dans la stratosphère. Donc, en gros, c'est en haut, en bas, mais c'est également comment naviguer selon les vents, selon les conditions. Et c'est quelque chose qui est très difficile à modéliser de façon finie, parce que c'est très chaotique.
Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un modèle qui apprend par renforcement. Et le ballon a réussi à adapter sa navigation en temps réel. Donc, je vous laisserai aller voir l'article directement pour plus de détails, mais je trouvais que c'était une belle illustration d'une mise en production de l'IA sur un sujet qui est très intéressant. Et le dernier, c'est un peu moins fun. C'est toute l'histoire et la polémique autour d'une chercheuse de Google sur le sujet de l'IA et de l'éthique. Alors, je ne suis pas sûre de prononcer correctement son nom et je m'en excuse par avance. Timnit Gebru. En fait, elle a soumis un papier à une conférence sur le sujet des biais dans les modèles de NLP, et en particulier dans les modèles BERT. Le biais viendrait de l'entraînement de ces modèles sur des textes des pays riches, on va dire, Westworld, enfin les Western, les États-Unis, l'Europe, tout ça, et que ça entraînerait un biais pour la classification ou bien le travail sur les textes des autres pays, alors pas tiers-monde, mais en voie de développement. Et en particulier, un impact important de ça, c'est que Google récemment a commencé à utiliser son algorithme BERT, enfin un algorithme BERT entraîné par lui, pour faire remonter quand vous faites une recherche, les éléments. Et donc si c'est entraîné et biaisé sur les textes ou des ressources plutôt d'un monde riche, enfin d'un monde développé, enfin, États-Unis ou Europe, on va y arriver, et ben vous allez toujours être dans votre bulle encore plus et vous n'allez jamais avoir accédé aux ressources qui peuvent être très intéressantes pour votre recherche de pays dont les textes ne vont pas être bien processés par le modèle parce qu'il est biaisé, parce qu'il a été entraîné sur l'autre. Et en fait, Google n'a pas trop aimé qu'elle ait mis cet article, enfin qu'elle ait proposé ce papier à cette conférence. Et alors j'ai pas tout suivi, mais j'ai un peu suivi quand même sur Twitter. Et en gros, Google a demandé à ce qu'elle enlève soit son nom, enfin soit qu'elle enlève carrément le papier de la présentation de la conférence, soit son nom sur le papier. Elle a dit que non, ça n'allait pas être possible et que elle allait discuter avec Google pour trouver une solution. Et en fait, Google a dit bon ciao, bye bye. Donc c'est un peu une grosse polémique sur comment Google a viré du jour au lendemain une chercheuse qui sur un sujet de l'éthique et de la discrimination, tout ça. Donc c'est pas très folklore comme PR, comme Public Relations News, mais c'est la réalité en ce moment. C'est que les biais et l'éthique, c'est un sujet sensible. Donc voilà pour les nouvelles. Et on va passer la main à Nicolas qui va nous parler de Adacraft. À toi, Nicolas. Ok, salut tout le monde. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais, c'est parfait. Ouais. Ok. Bon, mais bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là pour vous présenter ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois. Voilà, donc ça s'appelle Adacraft et c'est du bloc coding, un peu comme Scratch, je vais en parler un peu plus tard. Et un des premiers usages de cet outil et un des premiers usages qui a guidé le développement de cet outil, c'est de faire découvrir l'intelligence artificielle et de permettre de jouer un peu avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Ok, donc je vais me présenter, donc je m'appelle Nicolas de Coster. Juste pour vous dire d'où je parle, je vais rapidement passer sur mon parcours. Donc j'ai fait l'ENSERB à Bordeaux, école d'ingénieur en informatique, et j'ai fait une thèse au Labri et au CRPP, c'est deux laboratoires, Labri un laboratoire d'informatique à Bordeaux et le CRPP un laboratoire de chimie physique à Bordeaux aussi.
et c'était sur du traitement d'images, quoi. Donc avec des fractales, des ondelettes, ce genre de sujet. Ensuite, je suis arrivé à Toulouse pour travailler dans des... donc j'ai pas voulu continuer dans la recherche, je voulais, voilà, moi j'aime bien coder, donc j'étais plutôt sur le côté ingénieur que chercheur, mais j'aime bien la science aussi, donc je suis arrivé à Noveltis à Toulouse qui travaille dans le spatial, et donc voilà, avec une grosse composante scientifique et un peu d'informatique. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 13 ans chez Magellium, à Toulouse, donc toujours dans le spatial, toujours de l'informatique, toujours de la science, mais peut-être un peu moins qu'à Noveltis, et surtout plus orienté image. Et donc là-bas, j'ai fait un peu de... j'ai travaillé sur des algorithmes de traitement d'images, d'analyse d'images sur des images satellites. Donc voilà, un petit peu de machine learning à un moment donné. Et même si je n'ai pas fait de deep learning, j'ai un peu suivi les activités qui se faisaient là-dessus à Magellium, quoi, par curiosité, quoi. Voilà, et surtout travailler sur des outils autour de tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'était pour ma partie, on va dire, développeur, informaticien, scientifique, etc. Et à côté de ça, depuis maintenant 6 ans, je fais de la vulgarisation, de la médiation à la Compagnie du Code, qui est une structure à Toulouse qui anime des ateliers d'initiation à la programmation, à l'informatique créative, voilà, pour des enfants, mais aussi des fois des activités avec des adultes. Donc voilà, moi je fais partie de l'équipe fondatrice de la Compagnie du Code et je continue à avoir des actions dans cette structure, quoi. Donc vraiment avec un côté, faire découvrir d'une manière ludique ce que c'est la programmation, voir vraiment le côté intéressant et puis voilà, jouer avec pour créer des choses, quoi. En juillet, je suis parti donc de Magellium fin juin et depuis début juillet, je suis à mon compte et je travaille sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui fait un peu le lien justement de ce parcours entre ingénieur, développeur et puis voilà, animateur dans la vulgarisation et la médiation. C'est travailler sur comment rendre la programmation plus accessible aux non-experts, quoi. Et donc voilà, ça c'est le gros sujet qui me motive en ce moment, c'est un moteur en ce moment. Et le premier truc sur lequel j'ai travaillé, c'est Adacraft et je vais en parler ici, quoi. Bon, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est actuellement au niveau de la programmation, il y a la programmation en mode texte, voilà, que certains d'entre vous connaissent, la plupart d'entre vous connaissent. Donc voilà, avec les langages C++, C, Python, etc. Et donc là, actuellement, c'est quand même ça le gros de la programmation, c'est fait avec ce genre de langage. Il y a un mouvement qui est en train d'émerger depuis quelques années, et là, vraiment, depuis quelques mois, j'ai l'impression que ça explose, c'est le mouvement no-code. Donc, alors j'ai mis, c'est peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai mis no-code programming, parce que pour moi, même avec les outils no-code, quelque part, on programme des choses. C'est juste qu'on ne manipule pas du tout de code, mais voilà, il y a de plus en plus d'outils et de plateformes, c'est souvent des plateformes qui permettent de construire des systèmes divers et variés, des applications mobiles, des sites web, des bases de données, et tout ça sans faire de code. Donc voilà, parmi les plus connus, on va dire, il y a Airtable, voilà, il y a aussi Notion et Coda, peut-être un peu moins connus, et puis après il y a plein d'autres choses, c'est un gros mouvement, et du coup il y a plein de gens qui ne sont pas du tout programmeurs qui se mettent à faire de la programmation, une sorte de programmation, en tout cas créer des choses qui vont tourner sur des ordinateurs sans le code, quoi. Et du coup, voilà, il y a ces deux populations, les experts de la programmation, il y a les citizens, j'ai mis ce terme-là parce qu'on parle des citizen développeurs, au même sens qu'on parlait des citizen journalistes à un moment donné, et c'est pour dire que c'est monsieur tout le monde et surtout des gens qui ne sont pas experts, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de voir un peu ce qui se passe au milieu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire entre ces choses-là, quoi. Donc je m'intéresse vraiment aux gens qui sont ici, quoi. Donc voilà, donc c'est des sujets pour travailler là-dessus, venant de la Compagnie du Code et ayant utilisé beaucoup Scratch, alors je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est Scratch, dans quelques slides, voilà, je suis un des axes sur lesquels je vais travailler, forcément, c'est la programmation visuelle. Donc par exemple, en programmation visuelle, un truc que j'avais utilisé il y a aussi quelques années, c'est MaxMSP, qui est un logiciel
voilà, commercial hein, qui permet de faire de la musique en programmant avec des boîtes et des fils comme ça qu'on relie pour relier les différentes boîtes. Et là, par exemple, on voit un piano, enfin voilà, un clavier de piano, on voit des petits, des sortes de petits pads roses là avec les points qu'on doit sélectionner pour faire des patterns, on voit une sortie spectrale de son, etc. Donc c'est un mix entre les petits blocs de programmation et puis des éléments visuels, quoi. Donc voilà, ça c'est une manière d'aborder la programmation visuelle que je trouve intéressante, sur laquelle j'ai envie de travailler. Et bien sûr, donc là je viens d'en parler, il y a Scratch. Donc Scratch, c'est un outil que j'utilise beaucoup à la compagnie du code. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire de la programmation visuelle en assemblant des blocs comme des Lego. Donc voilà, là sur cet exemple d'un tutoriel sur Scratch, voilà, on met, c'est comme des lignes de code, mais qu'on assemble comme des Lego et on n'a pas à les taper, quoi. Donc c'est très utilisé pour dans le contexte de l'éducation. C'est même ça la cible de Scratch, hein, c'est les enfants et l'éducation, et vraiment avec une vision aussi créativité qui est très très forte. Le but c'est pas de former les enfants à devenir des programmeurs, mais c'est de les mettre en situation de créer des choses, et en faisant ça, ils vont apprendre plein de choses et ça va mobiliser plein de compétences et voilà. Et à la limite, c'est presque la programmation, c'est presque juste un outil en plus dans cette histoire-là, quoi. Donc voilà, donc je connais très bien cet outil-là et que même si au début je trouvais, en tant que développeur, hein, j'avais l'habitude de mon lecteur de texte et j'étais très à l'aise avec ça. À chaque fois que j'avais essayé des environnements graphiques, il arrivait un moment où je trouvais ça un peu rugueux, on va dire. Et là, vraiment, avec Scratch, j'avais été agréablement surpris de voir que, en fait, c'est assez sympa à utiliser. Et même pour faire des choses un peu compliquées, ça reste intéressant. Et voilà, j'ai pas une envie folle de revenir à mon éditeur de texte, quoi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit. Et c'est du coup un truc sur lequel je veux travailler, quoi. Une première expérimentation sur ce sujet-là que j'avais fait il y a pas mal de temps, juste avant que je découvre Scratch d'ailleurs, c'était essayer de faire un mix entre programmation visuelle et programmation textuelle. Donc j'avais fait un petit éditeur que j'avais appelé Z à cette époque-là, qui reprenait des idées de MaxMSP, mais qui en même temps me permettait de facilement mettre du code texte quand j'en avais besoin. Parce qu'avec MaxMSP, il y avait des moments où c'était trop compliqué de créer des choses avec les blocs et les fils, et j'avais envie de revenir du texte. Donc j'avais expérimenté un peu ce genre de choses. Donc j'ai pas retravaillé là-dessus récemment, mais à un moment donné, je pense que je vais essayer de faire un mix de toutes ces choses-là. La programmation par bloc à la Scratch, et la programmation par bloc et fil à la MaxMSP ou Z comme ça, et éventuellement en permettant de facilement rajouter du code texte. Donc voilà un peu pour la dynamique, la vision un peu globale de ce que je suis en train de faire. Et le premier truc concret que j'ai fait, c'est donc Adacraft. Donc c'est une nouvelle expérimentation. Donc tout ça pour dire qu'après, il y aura sans doute autre chose, mais pour l'instant, c'est ça qui me mobilise. Et donc, l'idée d'Adacraft, c'est juste déjà de repartir de Scratch. Comme Scratch avait été pensé que pour les enfants et dans un contexte d'éducation, et moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans Scratch, mais je voulais en sortir de cette première cible qui était un peu étriquée, et puis voir ce qu'on pouvait faire de cette mode de programmation mais pour d'autres usages. Juste pour illustrer pourquoi je fais ça, lors d'un atelier à la compagnie du code, on fait des coding goûtés tous les mois, où en fait un enfant vient avec un de ses parents pour découvrir la programmation avec Scratch, et j'avais un collègue quand j'étais à Nouvelle-Suisse à l'époque, qui est venu à l'atelier avec son fils, et quand il a vu Scratch, il s'est dit ouais, c'est ça qu'il me faudrait moi pour coder mes algorithmes scientifiques, d'études de l'atmosphère, etc. Parce que lui, il n'était pas informaticien, il était chercheur, il avait une thèse en chimie de l'atmosphère. Donc la programmation, c'était un outil. Et bon, il avait appris le Fortran, MATLAB, IDL, éventuellement un peu de C++, mais c'est quand même pas son cœur de compétences. Et quand il a vu Scratch et comment c'était facile à utiliser, il s'est dit c'est ça qu'il me faudrait, quoi. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que je vais aller. Donc je veux
avec Adagraph, je vais essayer de toucher une cible plus large. Alors, je vais y aller progressivement, bien sûr, en ajoutant des nouvelles fonctionnalités pour ouvrir la créativité, donc pour permettre de faire de nouvelles choses avec Scratch, et donc ce que j'ai appelé maintenant Adagraph. Donc, voilà le contexte de cette première expérimentation, et voilà ce que j'ai commencé à faire. Et les 2 premiers axes sur lesquels j'ai travaillé, et que j'ai voulu d'abord creuser, c'est d'une part l'art génératif, donc créer des petits algorithmes pour dessiner, pour faire des choses de manière automatique, hein, et puis l'intelligence artificielle. Voilà. Alors l'art génératif, parce que je pense que c'est bien adapté d'essayer de faire la cible des artistes. Enfin, les artistes, c'est une cible qui peut être intéressée par utiliser des outils comme ça qui sont peut-être plus haut niveau et qui va leur permettre de générer, de créer de manière différente. Donc voilà, et en plus c'est un sujet qui m'intéresse moi particulièrement. Et bien sûr l'intelligence artificielle parce que j'en ai déjà fait un petit peu, et puis aussi pour d'autres raisons que je vais creuser ici avec mon parcours à la compagnie du code. Donc voilà, donc j'ai commencé juste pour vous présenter du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, pour voir un peu ce que c'est la programmation par bloc à la Scratch, et pour commencer un peu à voir Adagraph, je vais commencer du coup par vous parler de l'art génératif, et puis je reviendrai après assez vite sur la partie intelligence artificielle. Ok, donc l'art génératif, donc là j'ai pris la définition dans Wikipédia, ça permet de faire de créer des algorithmes qui vont concevoir des œuvres de manière automatique. Voilà, et donc avec peut-être pas complètement automatique, il peut y avoir aussi quelques paramètres gérés à la main. Ça peut être un mix des deux. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a un algorithme qui va générer quelque chose. Comme exemple, actuellement, c'est un mouvement qui est assez développé, il y a beaucoup de gens qui en font, et c'est surtout avec un outil qui s'appelle Processing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une bibliothèque en Java et un environnement de développement, avec Java, pour facilement pour facilement dessiner des lignes, des objets à l'écran et faire des choses un peu dynamiques. Des gens ont développé ont redéveloppé Processing entre guillemets en JavaScript, et ça s'appelle P5JS. Donc voilà, c'est pas tout à fait, je crois qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes choses. Il manque peut-être quelques fonctionnalités dans P5JS, mais en gros c'est plus ou moins la même chose. Et il y a un livre qui est qu'on m'a recommandé, apparemment qui est quand même pas mal utilisé pour s'initier à ça, qui s'appelle Generative Design, qui a été écrit par ces auteurs-là en bas à droite, là, donc surtout des Allemands. Et dedans, accompagné avec le livre, il y a plein d'exercices, d'exemples, et puis il y a du code qui va avec. Et ils ont fait aussi un site pour voir un peu et voir les codes et jouer avec, et même directement l'éditer. Donc avec ça vous permet de voir un petit peu le genre de choses qu'on pourrait faire en art génératif. Après, je vous invite aussi à aller voir, là il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire, faites des recherches sur le web et vous trouverez des trucs assez sympas. Mais voilà, donc et là en gros c'est les exercices du bouquin pour comment avec P5JS ou Processing faire tel ou tel effet, quoi. Et donc voilà, donc ça permet de voir un peu ce que c'est toutes ces choses-là. Et par exemple, voilà, là il y a un code que je viens de cliquer dessus, et il y a l'algorithme qui se lance, qui s'exécute dans le navigateur, et on peut voir le code ici en P5JS, donc avec un éditeur en ligne qu'on peut modifier. Voilà, on peut modifier le code et puis voir l'effet que ça a en direct. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu ce que c'est l'art génératif, et voilà, donc moi je me suis dit, comment faire ce genre de choses avec un environnement comme Scratch. Donc ce que je vais faire du coup, c'est commencer par vous montrer avec Scratch en quoi ça consisterait, comment ça se passerait. Donc je vais sur le site de Scratch, donc voilà, hein, là vous voyez bien que c'est un environnement qui est pensé, qui est ciblé vraiment pour les enfants. Donc je vais faire un petit programme où je vais essayer de faire un petit
petit truc d'art génératif. Donc, bon, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Je vais enlever le lutin par défaut. Je vais en mettre un nouveau. Et le nouveau objet que je vais programmer, ça va être juste un cercle. Je vais faire un cercle. Un cercle. Ok, je vais le faire là. Ok, comme ça, je vais bien le centrer. Voilà, donc là, j'ai un cercle. Ici, à droite, c'est la partie où il y a le résultat du programme qui va apparaître. Et puis là, je vais coder un petit truc où en fait, je vais générer plein de cercles. Donc pour ça, je vais faire ça. Quand je vais démarrer le projet, alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Effectivement, il semblerait qu'on ait perdu Nicolas. On va attendre un petit instant. Ah, yes. Petit problème, petite déconnexion. Ah oui, Ouais. il est parti. Il vient de partir. Du coup, j'en profite, si jamais à droite, là, dans vos options, vous pouvez poser des questions ou lever la main si vous voulez. Si jamais vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, que vous voulez noter pour plus tard. Ouais, je vais faire l'exemple. Ça fait un petit... ça nous fait un petit signe à nous. On peut vous donner la main pour poser vos questions. Je crois que j'ai cru voir Nicolas revenir. Yes. Nicolas, on t'a retrouvé? Ah, vous ne me l'entendez plus là. C'est ça, allô? Oui, ça s'est arrêté au moment où tu zoomais à 150%. Ok. Et bam. Ah zut, ok, désolé alors. Non, ça va, c'est la technologie. Ouais, ben voilà. Donc je relance le partage de l'écran, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, intégralité de l'écran. C'est vraiment, tu avais fait le cercle et tu commençais, tu avais fait le premier bloc pour le démarrage quand tu cliques sur le bouton vert. Ok. Ça s'était arrêté là. Ok, bon, je vais reprendre, c'est pas un problème. Enfin, je vais vous montrer là où j'en suis en fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, ouais. Ok, donc là, bon, vous voyez que j'ai un peu avancé pendant que j'étais hors ligne. Donc, je vais juste tout effacer. Donc, j'ai juste changé un peu j'ai fait un petit algorithme pour générer une sorte de visuel avec c'est un algorithme qui va faire de l'art génératif. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste des cercles de couleurs différentes et de tailles différentes. Après, je pourrais changer les paramètres. Peu importe. Ce petit programme, ça vous permet de voir un peu ce que c'est la programmation par bloc, que ça se rapproche quand même en termes de structure de la programmation texte, des langages que vous connaissez, comme Python, Java, etc. C'est juste qu'il y a des blocs autour avec de la couleur, quoi. Mais si vous gommez la couleur et les blocs, ça se rapproche vraiment fortement d'un code texte classique. Mais bon, là, c'est accessible, facilement on ajoute les blocs et facilement on a un résultat. Bon, là, on est encore dans Scratch, c'est pas Dacraft. Et ce que je vais vous montrer avec ça, c'est que si j'exécute le programme et que je passe en grand écran, alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pixelisé ici, par exemple. Alors, peut-être qu'avec la diffusion, ça apparaît peut-être pas tant que ça, mais tous les cercles qui sont là, si j'arrête et que je redémarre, je ne sais pas si vous voyez, mais sur les bords des cercles, on voit bien les pixels. Ouais, on les voit. Et ça, comment? On les voit bien, oui. Ouais, vous les voyez bien. Bon, ça, c'est une délimitation de Scratch. Et l'équipe de Scratch qui a fait ça, c'est ici, ils ont fait ça. Tout ce qui guide leur choix, en fait,
c'est que le plus important pour eux, c'est que ça soit un outil facile d'utilisation pour les enfants. Alors sur ce cas particulier, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont limité la résolution, mais par contre, pour un artiste qui veut faire de l'art génératif, c'est pas utilisable tel quel, quoi. Donc voilà. Donc moi avec Adacraft, ce que je veux faire, c'est sur des problèmes comme ça, modifier légèrement Scratch pour que ça devienne utilisable dans d'autres cas d'utilisation. Et donc là en particulier, ce programme-là, donc moi, j'ai modifié Adacraft pour qu'il n'y ait plus ce problème de résolution. En fait, en gros, pour que la résolution de dessin soit vraiment celle de l'écran. Et donc, ça permet de faire un projet comme ça, mais où les cercles apparaissent convenablement. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai encore le projet. Alors, ok, donc là je vais lancer Adacraft et puis je vais charger un projet que j'ai préparé et qui contient quelque chose de similaire à ce qu'on vient de voir avec Scratch. Donc voilà, donc c'est plus ou moins le même programme, même si je crois que c'est le même. Donc voilà, là donc on voit que c'est la même chose. Mais si je passe, alors je vais peut-être effacer avant. Ok, effacer tout. Et là, si je passe en plein écran, on voit que les nouveaux cercles, ils sont plus lisses. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, si c'est moins pixelisé, alors parce que peut-être qu'avec le transfert, peut-être que c'est aussi pixelisé, mais bon, en tout cas, je vous le dis, c'est que là, moi, sur mon écran, je vois vraiment des beaux cercles bien lisses, quoi. Donc voilà, ça permet de vous montrer pourquoi j'ai fait Adacraft, c'est pour ce genre, c'est pour pouvoir faire ce genre de petites modifications. Donc j'ai pris le code source de Scratch, et puis je rajoute des choses dedans, donc c'est marginal pour l'instant, mais voilà, je rajoute aussi des blocs. Il y a certains blocs qui n'existaient pas dans Scratch que moi j'ai rajouté parce que j'ai trouvé qu'ils pouvaient être utiles. Donc pour ceux qui connaissent, par exemple, j'ai fait un bloc qui permet de tourner d'un certain angle autour d'un autre objet, quoi. Donc ça c'est un truc qui est utile pour ce genre de choses, quoi. Donc c'est juste pour vous montrer le genre de choses que je fais avec Adacraft. Donc ça ressemble vraiment à Scratch, mais avec des choses en plus. Donc voilà. Je vais revenir du coup à la présentation. Ok, et là, juste pour vous montrer, je vais vous montrer donc deux autres exemples qui ont été faits là pour le coup avec Adacraft, qui exploitent aussi la possibilité des modifications que j'ai ajoutées à Adacraft pour faire de l'art génératif. Donc il y a un premier, là c'est de l'art génératif où en fait on va répéter un pattern dans toute l'image sur une grille en fait, toute bête, mais c'est juste la représentation du pattern qui va changer sur chaque pas de la grille. Donc j'ai plusieurs formes ici, voilà, et dans le code je change aussi la couleur. Alors après c'est une bête boucle, une double boucle sur la grille, et puis je change la couleur, je fais des petites variations. Et ça permet de générer un pattern comme ça. Voilà. Et ça, avec Scratch, c'était pas possible parce que là, j'utilise une autre méthode. C'est pas le estampillé, mais c'est des clones. Bon, peu importe. Mais il y avait une limite dans le nombre de clones possibles. Et donc, je ne pouvais pas faire autant de patterns. Donc, j'ai changé ça pour pouvoir faire ce projet-là. OK. Et donc, un autre projet, c'est ici, là, des mouvements browniens. Donc voilà. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Si, avec Adacraft, l'intérêt, c'est de pouvoir faire avoir un rendu plus fin qu'avec Scratch, quoi. Et donc voilà, si on veut voir juste le résultat sans voir le code, voilà ce que ça va donner. Et alors il faut que ça charge. Et voilà, et donc là, si on démarre, chaque fois que j'appuie sur la barre espace, ça va régénérer un nouveau motif, quoi. Donc voilà, et donc là, c'est juste un algorithme avec des mouvements browniens, marché aléatoire, quoi, éventuellement avec un peu de couleur, etc. Ok, donc voilà Adacraft, voilà pourquoi je l'ai fait, pour ajouter ces fonctionnalités, pour aller un petit peu plus loin que Scratch. Jusque-là, donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle, de data science. Donc déjà juste une
je vois déjà une première ouverture, alors sur laquelle je n'ai pas encore travaillé, mais forcément ça va venir à un moment donné, c'est avec Adacraft de pouvoir mêler art génératif et intelligence artificielle. C'est des choses qui commencent à beaucoup arriver, et je pense que ça peut être intéressant de rajouter ce genre d'usage et les outils qui vont avec pour mélanger les deux, quoi. Bon, mais on n'y est pas encore. Je vais juste commencer par vous présenter ce que j'ai fait avec Adacraft pour l'intelligence artificielle. Alors pour ça, je vais devoir revenir un petit peu sur mon parcours à la compagnie du code, parce que c'est un des éléments qui m'a motivé pour faire ce travail sur l'intelligence artificielle dans Adacraft. Bon, donc à la compagnie du code, ça fait quelques temps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, que je fais aussi un peu de médiation sur l'intelligence artificielle, enfin sur la data science, enfin surtout sur les algorithmes voilà, de reconnaissance, etc., par deep learning, etc. Donc, en particulier, j'avais travaillé sur une activité débranchée. Alors, les activités débranchées, c'est des activités qui permettent d'expliquer des fonctionnements de l'informatique avec les mains, sans ordinateur. Donc, débranché au sens qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour en faire. Et une de ces activités-là, dont l'idée et l'inspiration m'est venue justement de cette communauté autour de la compagnie du code et de l'enseignement auprès des jeunes de l'informatique. Une des activités sur laquelle j'ai travaillé, c'est expliquer comment fonctionne l'apprentissage par renforcement. Donc en utilisant des allumettes, des cotillons. Voilà, donc j'avais fait une présentation au DevFest de Toulouse de l'année dernière pour présenter ce truc-là. Donc voilà, ça c'est un premier, c'est vraiment une activité qui est vraiment très sympa et qui permet vraiment de sentir avec les mains comment fonctionne l'apprentissage par renforcement et donc les algorithmes d'apprentissage automatique. Voilà, ça permet de dire plein de choses, surtout sur ces algorithmes-là. C'est vraiment très intéressant et ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'est un des premiers trucs que j'ai fait. J'avais participé à une conférence à Bordeaux qui présentait des outils et des activités autour de l'intelligence artificielle à destination des éducateurs et des enseignants. Donc c'était en juin 2019. Et donc c'était très intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'outils différents. Et il y en avait un en particulier qui m'avait bien intéressé, que j'avais trouvé vraiment très très bien. C'était Conimates, et qui permettait de brancher un modèle de reconnaissance par deep learning, reconnaissance d'image par deep learning, mais aussi de son, de brancher ça dans un Scratch modifié qui là s'appelle Conimates. Donc voilà, on retrouve du coup un peu la même idée qu'Adacraft, mais vous allez voir pourquoi j'ai fait quelque chose à côté de Conimates, pourquoi j'ai fait Adacraft. Donc voilà. Alors, excusez-moi, je reviens un peu. Ouais. Donc, ensuite, donc voilà, j'ai entendu parler de cet outil-là et j'ai commencé à voir un peu comment on pouvait l'utiliser dans des ateliers. Enfin, je me suis dit que c'était un super outil pour faire des ateliers sur l'intelligence artificielle. Et un peu en même temps, on était justement, on avait été contacté par Machina Corpus, à la compagnie du code, pour travailler ensemble sur un stage à destination des filles. Donc vraiment pour travailler, eux, ils avaient une forte volonté de mener des actions pour qu'il y ait plus de femmes et de filles dans l'informatique en général. Et donc, ils se sont rapprochés de nous pour, comme on a de l'expérience pour animer des stages, pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble, sachant que, voilà, à Machina Corpus, il y a des scientifiques qui font l'intelligence artificielle, et donc, voilà, c'était complémentaire, quoi. Et donc, on a monté ce stage qui a eu lieu fin août 2019. Et voilà, ça s'est passé dans le Gers, voilà, avec que des filles de 14 à 18 ans. Donc voilà, c'était surtout des lycéennes. Et donc pour le contenu pédagogique, donc ça a été une collaboration avec Bérangère Mathieu et Emmanuel Elie de Machina Corpus. Donc moi je suis arrivé avec l'activité débranchée, le jeu de Nîmes, avec Conimates dont je viens de vous parler, et de Teachable Machine, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure.
Et puis Bérangère et Emmanuel ont travaillé sur la partie un peu plus avancée en programmation, donc avec Python, l'initiation à Python, et faire de la détection du visage et du transfert de style avec du deep learning, toujours en utilisant Python, quoi. Donc on a fait un petit stage de quelques jours avec ça, quoi. Donc ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de Teachable Machine et de Conimates. Ok, donc d'abord Teachable Machine. Donc je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu passer ça, mais c'est vraiment un outil très bien foutu pour mettre le pied dans l'apprentissage, dans la reconnaissance d'images par apprentissage. J'ai dit d'image, mais il y a aussi du reconnaissance de son et de pause, quoi. Mais c'est vraiment un très bon outil. Donc je vais l'ouvrir ici, je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc là, je suis sur la page de Teachable Machine. Et là, on choisit le type de projet que l'on veut faire. Alors oui, pour info, Teachable Machine est développé par Google, enfin en tout cas par des équipes chez Google. Donc là, on va choisir le type de projet image. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez peut-être mieux. Donc voilà. Là, vous voyez vraiment toute l'interface de Teachable Machine, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et c'est tout simplement, ça vous permet de choisir vos images pour vos classes, de l'entraîner et d'avoir un modèle et de le tester en ligne. Donc là, je vais juste faire un exemple vraiment basique. Donc, le genre d'exemple qu'on fait souvent avec les jeunes, donc reconnaissance, on parle souvent de reconnaissance de chat ou de chien. Bon, voilà, ça va être reconnaissance entre des chats de Bengale et des chats siamois. Ok, donc là, on rajoute des images pour chacune des catégories. Donc là, j'avais préparé un paquet d'images que j'avais récupéré. Voilà. Et pareil pour l'autre catégorie, je vais charger des images qui sont sur ma machine. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On fait ça, on fait le train modèle. Alors bon, ceux qui veulent creuser, il y a les paramètres avancés du modèle qu'on peut faire apparaître là et qu'on peut changer. Mais bon, nous, on n'utilise quasiment jamais ce truc-là. Et puis là, après, vous voyez, et là, il est en train de me détecter est-ce que je suis un chat de Bengale ou un chat siamois. Bon, il ne sait pas trop. Juste pour voir si le modèle il marche, je vais passer sur la méthode avec les fichiers et je vais prendre une image que je n'avais pas mis dans mon apprentissage et on va voir ce qu'il raconte. Alors, du coup, il faut que je redézoome. Ok. Donc voilà, donc là, il a bien détecté un chat siamois. Et si je prends un Bengale, ok. Ok, donc là, voilà. Et donc ça, cet outil-là, c'est un outil donc on a utilisé pendant ce stage. Bon, et puis depuis, on a fait plein d'autres activités dans le même style. Et vraiment, ça marche super bien pour découvrir ce que c'est. Enfin, les gamins, mais pas que, enfin, les adultes aussi, s'éclatent à utiliser ça, à tester dans les différentes catégories. Là, je présente vraiment le truc bateau des espèces de chats, mais voilà, chacun trouve son idée de choses à comparer. Par exemple, ça peut être des stars. Pendant le stage Folia, c'était des stars de K-pop. Voilà, donc c'est un moment qui est vraiment joyeux dans ce genre d'atelier et ça fonctionne vraiment super bien. Donc voilà, ça c'est un premier outil et donc on fait une séquence assez longue là-dessus. Ça permet de voir aussi les biais, etc. Parce que bon, là c'est bien, ça marche bien, mais forcément, il y a des fois où ça marche moins bien. Et avec cet outil, on peut aussi faire des classes avec la webcam. Donc on peut, quand il y a plusieurs enfants, on peut faire un modèle qui va reconnaître tel ou tel enfant, quoi. Bon, on peut faire encore d'autres choses, on peut imaginer d'autres choses avec la webcam. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier outil Teachable Machine. Et le deuxième outil, c'est Conimates. Et donc je vais vous montrer très rapidement ce que c'est. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que justement, voilà, il y a des défauts dessus et c'est pour ça que moi après j'ai rajouté des extensions IA dans Adacraft. Donc dans cet outil-là, donc c'est un site et on peut aussi entraîner des modèles. Mais là, donc on va choisir du texte, du son ou de l'image. Là, on a choisi l'image. Et là aussi, on a une interface où on va pouvoir rajouter des exemples, des images pour les différentes classes, définir des classes, mettre des images et entraîner un modèle. Sauf que là,
Déjà l'interface, bon, je la trouve un peu moins pratique, hein, et ça utilise un outil, enfin un service externe qui s'appelle Clarifai. Donc c'est une entreprise qui vend du traitement deep learning, de l'entraînement et de la détection avec du deep learning sous forme d'API. Et voilà, donc voilà, c'est un service externe. Et il faut se connecter dessus. Alors là, il y a des explications comment on crée un compte sur Clarifai et comment ensuite on va les remettre dans Conimates pour faire l'apprentissage. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que c'est un peu compliqué à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on rajoute ces images, on entraîne les choses, et là, après, on a quelque chose qui marche. Et bien, cette partie-là, avec le fait de devoir créer un compte sur Clarifai et de faire connecter les deux systèmes, et ben ça crée beaucoup de complexité, enfin c'est beaucoup de complexité qui crée des problèmes lors d'ateliers et qui fait perdre énormément de temps. Donc voilà, mais pour le stage Folie IA, c'est ce qu'on a utilisé pour faire le stage, voilà, pour créer ces modèles. Et surtout, le truc qui est vraiment intéressant ici, c'est de passer sur la partie code. Donc je reviens à la page principale, hein, je vais dans Code and Play, et là ça va ouvrir normalement l'interface voilà, de Conimates, donc qui est aussi un fork de Scratch et qui rajoute des blocs. Donc je vais zoomer un peu. Qui rajoute des blocs liés au modèle qu'on vient d'apprendre. Alors je ne l'ai pas fait, hein, mais dans tout ce qu'on aurait fait avant pour apprendre le modèle, bah, ici on peut mettre l'identifiant du modèle. On peut choisir, il faut une clé d'API que nous a donné Clarifai, etc. Et après on va pouvoir prendre une photo avec la webcam ou choisir une image à partir d'un lien internet et demander qu'est-ce qu'il reconnaît sur la photo. Et on va pouvoir créer un programme avec les blocs qui va exploiter ce modèle pour faire des choses. Donc voilà, on peut faire un petit truc interactif. Voilà, donc là après c'est à chacun d'imaginer ce qu'on peut faire avec ce genre de blocs, mais là on a la main pour créer quelque chose de nouveau. Et puis je donnerai des exemples tout à l'heure. Donc voilà le principe, mais avec Conimates, avec ce côté rugueux de passer par Clarifai et puis une interface moins pratique que Teachable Machine. Autre grosse différence, c'est que Teachable Machine tourne entièrement dans le navigateur. Avec Conimates et Clarifai, tout se passe sur les serveurs de Clarifai. Donc voilà, il y a des allers-retours. En plus, voilà, si on utilise des photos de la webcam, bah, il faut savoir que si on s'est pris en photo avec la webcam, ça va atterrir sur les serveurs de Clarifai. Il y a ces problèmes de données personnelles, etc. Donc voilà, Conimates, c'est quand j'ai trouvé ça génial de pouvoir utiliser des blocs pour manipuler un modèle de reconnaissance d'image, mais il y avait ce côté rugueux avec Clarifai. Ok. Donc voilà, donc ça c'était fin août 2019 et un peu en parallèle, il y a un autre projet qui s'est enclenché qui s'appelle Les Intrépides de la Tech, et là c'est une collaboration entre Simplon, Magic Maker à Paris, qui est une structure un peu comme la Compagnie du Code, mais sur Paris, donc nous, à la Compagnie du Code, et Job IRL, donc voilà, qui a une sorte de plateforme pour mettre en contact des professionnels et des jeunes, enfin des collégiens, lycéens ou étudiants qui se poseraient des questions sur divers métiers et qui peuvent poser du coup directement les questions à des professionnels. Donc voilà, on a ce projet-là, Les Intrépides de la Tech, dont le but est d'agir pour plus de mixité dans la tech. Et donc voilà, l'idée c'était parce qu'il continue ce projet, c'est d'animer des ateliers d'une part d'initiation au collège avec 1 heure pour tout le monde, d'initiation à la programmation et à l'informatique, et de faire des stages un peu plus longs sur une journée, des stages cette fois-ci à destination uniquement des filles et sur l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc pour les stages d'intelligence artificielle, donc c'est le contenu, on l'a conçu ensemble avec Jad Baker de Magic Maker à Paris.
Donc voilà, on a tout conçu ensemble et voilà, on a repris l'activité débranchée, Teachable Machine et Conimates. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce schéma-là a été réutilisé et on a été encore confronté à l'usage de Conimates. Alors, et donc voilà, le bilan, c'est vraiment que de tous ces stages, Folia et puis des stages intrépides de la tech de ce début d'année, c'est que Conimates c'est vraiment très compliqué à utiliser et en plus avec la crise sanitaire, on ne pouvait plus faire les stages intrépides de la tech en présentiel. Donc les stages étaient prévus sur une journée, on est passé en distanciel, plutôt que de faire une journée, on a fait 2 fois 2 heures, ce qui a en plus réduit le temps. Et tous les problèmes techniques à distance, ça explose tout, c'est hyper compliqué à gérer et là ça devenait vraiment chaud d'animer un atelier avec Conimates. Donc voilà, donc ça, c'est ça qui m'a fait, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour avoir un outil plus facile à utiliser pour faire ces stages d'intelligence artificielle avec les enfants. Et donc, pour ça, je suis revenu à Teachable Machine, parce que Teachable Machine est vraiment très très bien pour la partie apprentissage, ça va tout seul, c'est très très simple, au point que même avec Conimates, on préparait toutes les images avec Teachable Machine, quand le modèle, on voyait qu'il marchait bien, on sauvait les images et on réentraînait avec Clarify. Maintenant, moi je me suis dit, je vais aller voir si on ne peut pas brancher le modèle Teachable Machine dans Scratch, dans Adacraft pour le coup. Et en effet, quand on va sur le site de Teachable Machine, si je reviens sur... alors je vais fermer ce truc. Voilà, donc si je reviens ici, je vais zoomer un peu, on voit qu'ici il y a un bouton qui s'appelle Export Model. Et quand on clique dessus, on voit qu'il y a du code JavaScript ici qu'on peut réutiliser. Vraiment, ils ont très bien fait ça. Ils ont préparé tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser en JavaScript. En voyant ça, je me suis dit, c'est peut-être pas très compliqué de créer une extension qui va faire plus ou moins ce code qui est là. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait du coup dans Adacraft. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a créé son modèle, on peut prendre le code JavaScript qui est là, mais il faut aussi faire un upload du modèle en ligne. Donc, ça ne met pas les images, c'est que le modèle. Et ça permet de l'utiliser après en dehors de Teachable Machine. Donc là, c'est ce que je fais. Donc là, il est chargé sur les serveurs de Teachable Machine. Et il y a une référence qui apparaît là. Donc c'est ce numéro-là ou une URL pour récupérer les fichiers. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser Adacraft pour manipuler ce modèle. Donc Adacraft et du coup cette fameuse extension que j'ai rajoutée que j'ai rajouté à Adacraft pour avoir des blocs qui permettent de manipuler ce modèle. Donc là, ça charge OK, donc là, il y a l'éditeur Adacraft qui apparaît. J'ai enlevé ça, j'en ai pas besoin. OK, et il y a ici nouvelle extension. Donc c'est cette extension-là que moi j'ai créée pour manipuler le modèle Teachable Machine. Et donc, j'ai des nouveaux blocs. Donc, il y en a un premier là qui permet de choisir le modèle en fonction de l'URL en question. Et après, j'en ai fait un plus simple aussi, où on met juste le code. Donc là, si je mets ça, là, c'est le code que je viens du modèle que je viens de créer. Donc voilà, là, ça me permet de le sélectionner. Et je vais juste cliquer sur les blocs là, juste pour les exécuter. Donc là, ça a juste sélectionné le modèle. Et par exemple, je peux ici avoir le nom de la première classe, c'est Bengale. Là, je peux avoir le nom de la deuxième classe, c'est Siamois. Donc, c'est bien ce que j'ai mis tout à l'heure. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir me créer un petit programme qui va manipuler ce modèle. Et donc, par exemple, je vais faire là pour un truc très, très, très basique. Quand j'appuie sur la touche espace, je vais lancer une détection sur l'image de la webcam. Et puis, je vais juste dire... Donc c'est la petite étoile là qui va dire à la classe qu'il a détecté. Alors, ok, je lance le truc. Est-ce que ça marche? Alors là, il me demande si je veux activer ma webcam. Voilà, donc il me voit comme étant un chat de Bengale. Donc là, on ne voit pas mon image, mais si je veux, je peux modifier mon code là pour qu'on voit derrière l'étoile ce que voit la webcam. Mais là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais vous demander de me faire confiance, mais je vais mettre mon téléphone devant la webcam avec un chat siamois. Et je vais appuyer sur la touche espace. Voilà, et là, il voit un chat siamois. Donc voilà, donc là, il n'y a vraiment pas...
ce programme-là, il fait vraiment pas grand-chose, mais ça montre que on a des blocs pour manipuler un modèle qu'on a pu entraîner avec Teachable Machine. Et avec, on peut accéder au taux de confiance de la détection, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir créer des petits programmes interactifs pour manipuler des modèles. Ok, donc alors comme autre exemple, donc là je vais juste vous montrer un autre projet fait avec Adacraft qui reprend cette idée de détecter la race d'un chat, juste pour vous montrer un truc un peu plus complexe. Voilà, c'est vraiment sur le même thème. Donc ça met un petit peu en scène les choses. Et voilà, donc avec un code du coup un peu plus compliqué, là du coup on me voit. Et je peux lancer le programme. Ok. Alors là, comme j'avais rien mis, c'est passé un peu vite, hein, mais comme j'avais rien mis, il a fait la détection sur moi, et puis il a vu que j'étais ni un chat siamois, ni un chat de Bengale, parce qu'il y a un seuil sur le seuil de détection, enfin sur le score de détection, mais si je mets ça devant l'image, devant la webcam, est-ce que ça a marché? Ok, donc là c'est bon, il a détecté. Donc voilà, donc là c'est c'est un code un peu plus conséquent, type Scratch, quoi, où on réagit à ce qui est en train de se passer, la touche espace, la classe détectée, on va afficher un message différent, etc. On peut faire des choses un peu plus riches. Ok, bon, donc voilà, c'était pour sur ce premier type d'exemple. Voilà comment ça se passe. Donc voilà, déjà avec ça, on a une base vraiment assez sympa pour pouvoir créer plein de types de projets différents. Et alors, ah oui, pardon, excusez-moi, je croyais que j'étais sur la présentation. Je vais fermer un peu, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, donc je vais fermer ça. Ok, donc là je suis sur la présentation. Ok, donc là je vous ai présenté quelques exemples de projets Teachable Machine avec Adacraft. Donc dans le cadre d'IDLT, du projet Intrépide de la Tech, Jade Baker a créé pas mal de projets et qu'elle utilise aussi pour ses ateliers à Paris. Donc je ne vais peut-être pas vous les montrer, je ne vais peut-être pas les faire tourner, mais c'est juste pour vous montrer le genre de choses qu'on peut imaginer de faire. Par exemple, ici, elle a fait un petit jeu de labyrinthe où en fait il faut utiliser une petite flèche dessinée sur un papier pour diriger le personnage. Et on met la flèche devant la webcam et le personnage il va se déplacer dans la direction indiquée. Et donc pour ça, elle a fait un modèle qui reconnaît des flèches, un modèle Teachable Machine qui reconnaît des flèches. Donc là, toujours avec cette histoire de flèches, il y a un autre jeu pour déplacer, il y a d'autres types de jeux qu'on peut faire pour déplacer les personnages, pour ramasser par exemple ici des objets qui tombent. Par exemple, on peut faire un quiz aussi, donc pour montrer l'objet qui est décrit, par exemple. Non, pardon, c'est celui-là, mais enfin bon, peu importe. Il y a aussi une histoire de coffre-fort que pour un truc à énigme, il faut vraiment montrer l'objet pour gagner. Donc on ne sait pas quel objet c'est et il faut vraiment deviner le truc. Et dans le modèle, on ne sait pas non plus. Donc ça permet vraiment de... Parce quelque part, le bon objet, il est codé dans le modèle, hein, on ne peut pas tricher, entre guillemets, ou alors pour faire des chasses au trésor, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc ça c'est un ensemble d'exemples de projets qu'on peut faire avec Adacraft et l'extension pour Teachable Machine. Un autre exemple, donc c'est qui a été créé par Céleste Moreno, qui est de Boulder. Donc je sais plus, je sais pas si elle est animatrice, ou elle doit être animatrice. Je sais plus exactement dans quel contexte, peut-être au niveau collège. Et elle a fait une sorte un projet qui va reconnaître d'abord, là, le premier exemple, c'est que ça va reconnaître la couverture d'un livre. Alors, je sais pas pourquoi c'est un peu flou, là.
Ouais, je sais pas si c'est flou pour vous, mais bon, en gros, elle met devant la caméra soit un livre, soit une revue, et ça le détecte. Et ça lui a donné l'idée de faire un projet qui va aller reconnaître les pages d'un livre, quoi. Donc là, elle a fait un projet où le modèle Teachable Machine, il a été entraîné sur les différentes pages du bouquin. Alors là, elle en a pris que 2. Et suivant ce qu'elle ce que le modèle détecte, elle va afficher quelque chose de différent à l'écran et ça permettrait de faire une sorte de petit projet qui accompagne la lecture d'un bouquin. Voilà, donc ça c'était pour des exemples d'autres exemples de projets avec cette extension. Ok, alors, bon là j'en ai fini pour présenter cette extension et ce qu'elle fait, et voilà, le type de projet qu'on peut imaginer faire avec ça. Maintenant je vais faire un petit retour sur comment ça s'est passé, les stages avec les jeunes, autant le stage Folie IA que les stages IDLT qu'on fait. Donc vraiment le truc qui marche super bien, c'est Teachable Machine. C'est vraiment un truc, ça les engage, ils ont vraiment envie de jouer avec ça. Et ça fait remonter plein de sujets, plein de questions autour de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage, des biais, des datasets, etc. Enfin, voilà, tous ces sujets que vous connaissez. Et ben, il y a plein d'opportunités pour traiter ces choses-là. Par exemple, lors du stage Folie IA, il y avait une gamine qui avait fait, elle a fait un modèle pour reconnaître les hommes et femmes. Pour les 2 classes, c'était hommes-femmes. Donc elle a fait des recherches sur Google pour récupérer plein d'images d'hommes et de femmes. Elle a fait son entraînement. Et voilà, donc ça marchait bien. Et puis à un moment donné, elle l'a testé avec elle. Et le modèle a dit qu'elle l'a classé dans homme. Et donc bon, elle était un peu déçue, forcément. Mais ce que ça montre clairement, c'est le biais de récupérer des images sur Google pour entraîner le modèle, qui n'est pas du tout représentatif, quoi. Donc voilà, ça permet d'aborder ce genre de choses. Et il y a vraiment plein d'autres sujets qui peuvent être abordés, et ne serait-ce que faire en sorte que le modèle y marche. Justement, hier, j'étais dans un collège, on a fait un atelier, donc il y en a plein qui ont pris comme, par exemple, l'un il a pris moto et skateboard, bon bah là ça marchait super bien, quoi, il n'y avait aucun problème. Il y avait quelqu'un qui avait pris quoi beaucoup de véhicules, donc là ça marche bien, le modèle il se trompe rarement, quoi, mais il y en a un qui avait pris pommes et poires. Et bien là, forcément, à un moment donné, il a mis une caisse de pommes qui a été reconnue comme des poires, tout simplement, parce que dans la catégorie poires, il y avait une caisse de poires, et dans la catégorie pommes, il n'y avait pas de caisse. Et donc c'est la caisse qui avait été retenue. Donc voilà, donc ça donne plein d'occasions d'aborder tous ces sujets-là, et eux, ils le manipulent. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, hier, il y a une remarque très intéressante d'une gamine, c'était de dire, on disait qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, enfin on pouvait choisir les catégories qu'on voulait, et quand elle a compris qu'en effet on pouvait tromper comme ça l'intelligence artificielle, elle a dit, ah mais ce qu'on pourrait essayer de faire, hein, c'est un truc qui va reconnaître des bouts de bois et des phasmes, des insectes qui ressemblent à des bouts de bois, et essayer de faire une intelligence artificielle, voir si elle va pouvoir reconnaître entre les deux. Alors j'ai pas eu le temps de tester, mais c'est clair que c'est super intéressant comme test à faire, et on a ce genre de retour de la part des gamins. Et sur la partie programmation, là aussi c'est donc la programmation par bloc avec Conimates ou avec Adacraft. Là aussi c'est très variable, mais le fait qu'ils réalisent eux-mêmes un petit projet, ça les met vraiment un cran plus loin dans l'appropriation du sujet. Voilà, donc ils commencent à coder les blocs, et puis après ils reviennent à leur modèle parce qu'ils ne marchent pas très bien, ou ils le changent, etc. Et donc c'est pareil, c'est l'opportunité de voir plein de choses très très intéressantes, et voilà, de pratiquer tout ça. Et donc du coup, même pour, bon là je parle de stage avec des enfants parce qu'on l'a fait qu'avec des enfants jusqu'à maintenant, mais je suis sûr que avec des adultes, faire des ateliers de ce genre-là, ou des adultes qui veulent découvrir chez eux, je suis sûr que c'est aussi très très pertinent et très intéressant. Ok, donc voilà, ça c'était la première extension sur l'intelligence artificielle dans Adacraft, et j'ai fait, alors il y a encore plein de choses à faire, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai rajouté une deuxième extension qui est sur la détection de visage. En fait, quand j'ai codé, j'ai rajouté la première extension Teachable Machine. Assez vite après, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Junya Ishihara de Tokyo,
qui avait développé pas mal d'extensions Scratch. D'ailleurs, il avait développé une sur Teachable Machine, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais il en a développé plein d'autres, et des vraiment super intéressantes. Et il y en a une en particulier qui s'appelle PostNet to Scratch, et qui utilise PostNet pour rajouter des blocs qui vont permettre de détecter la posture des gens devant une webcam, quoi. Et la posture, donc c'est le corps, mais aussi la tête, avec les yeux, le nez, et je crois qu'il y a les oreilles aussi. Donc voilà. Et donc, quand j'ai vu ce truc-là, je lui ai posé la question je lui ai demandé s'il était OK pour que je rajoute aussi son extension dans Adacraft, quoi. Et donc, il était OK, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et ça c'est assez intéressant, c'est aussi assez ludique comme extension autour de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est plus que ça donne un outil supplémentaire pour créer des choses qui est quand même assez sympa. C'est pas une extension qui va permettre de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'intelligence artificielle. Donc juste pour vous illustrer ça, je vais juste vous montrer un projet qui utilise cette extension-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est celui-là. Donc j'ai juste fait là, c'est un projet exemple qui va faire tourner une étoile assez grande au milieu du visage et qui fait tourner plein de petites étoiles autour du visage. Donc voilà, là je ne sais pas si vous voyez, mais là du coup, voilà, c'est en temps réel. Il fait les détections et voilà, donc ça permet de faire des petits projets comme ça. Là, le code n'est pas très compliqué pour l'étoile principale. Pour les petites étoiles, c'est un peu plus, il y a un peu plus de code parce qu'il faut en faire plusieurs, donc faire des clones, etc. Mais c'est des trucs assez classiques dans l'univers de Scratch. Mais là, vous voyez ces blocs-là, alors je vais revenir sur l'autre. On voit les positions on peut récupérer les positions du nez et des yeux et puis en faire quelque chose, quoi. Donc voilà, en fait, ça rajoute plein de blocs. L'extension rajoute plein de blocs qu'on voit là, qui permettent de récupérer ça et ça tourne en permanence, quoi. Donc voilà, et donc avec ça, là c'est clair que ça ouvre pas mal de possibilités. Et d'ailleurs, il y a Mariana Tamashiro du Danemark, qui, là, il n'y a pas longtemps, qui a eu une idée d'utiliser cette extension-là pour dessiner quelque chose avec son nez, en fait. Donc voilà, elle a fait juste un tout petit programme. Pareil, c'est pas forcément très compliqué, mais voilà, qui permet d'essayer de dessiner des choses avec son nez. Donc là, elle essaye de dessiner un visage avec son visage. Et donc voilà, et ça c'est un tout petit programme Scratch. Il faut faire suivre le stylo il faut le mettre à la position du nez et puis lui dire de dessiner, quoi. Donc voilà, et donc ça a donné aussi, voilà le code. Vous voyez, c'est très très simple. Et ça a donné une idée. Alors, je ne sais plus où c'est. Alors, moi, j'ai fait une modification pour pouvoir soulever le stylo avec la touche espace, pour pas qu'il y ait ces traits entre les deux yeux, par exemple. Donc, voilà. Et il y a, mais je ne le retrouve pas là, mais il y a donc Céleste Moreno de tout à l'heure, qui a eu l'idée de dessiner son nom avec ce truc-là. Bon, voilà, donc c'est des exemples de choses qu'on peut faire avec ça. Un dernier petit exemple, je ne vais peut-être pas le montrer, là je vois l'heure qui tourne, mais au moins l'évoquer. Il y a Julie Cornet, qui est une animatrice à la Compagnie du Code, qui a eu l'idée d'utiliser cette extension d'Adacraft pour faire un petit projet pour la fête de thèse d'un des étudiants qui était dans le même labo qu'elle quand elle faisait sa thèse, et donc où en fait il y a des cadeaux qui tombent du haut, et le joueur, et donc le thésard en question, devait déplacer sa tête pour choper les cadeaux avec son nez, et puis ça indiquait là t'as gagné tel truc, là t'as gagné t'as eu tel cadeau, là t'as eu tel cadeau, etc. Donc voilà, donc c'est pour donner un peu des idées de choses à faire avec tout ça. Et bien sûr, alors j'ai pas encore travaillé dessus, mais utiliser cette extension pour éventuellement mixer ça avec l'art génératif, pour éventuellement générer une œuvre d'art en fonction, enfin une œuvre d'art, un visuel en fonction de ces paramètres de position d'œil, de nez ou autre,
pour changer tel ou tel paramètre du dessin, la couleur, la position, etc. Donc voilà, ça ouvre encore d'autres possibilités de créativité. Ok, donc bon, j'en ai fini pour présenter pour la présentation de l'existant de Adacraft, ce qui existe actuellement, ce qu'on peut faire avec les deux extensions d'intelligence artificielle. Bien sûr, je suis à fond là-dessus et je suis très motivé par tout ce qu'il y a actuellement et par ce qu'on peut imaginer de faire. Alors juste pour dire, Adacraft, c'est un projet que j'ai démarré en début juillet. J'ai fait ça d'entrée de jeu dans le cadre d'un programme de la fondation Mozilla, enfin plus précisément de Mozilla Builders, un programme qui s'appelait Open Lab, et en fait c'était une sorte d'accompagnement pour les gens qui montaient un projet. Donc ça c'était assez intéressant pour moi aussi. J'ai quitté ma vie de salarié, de 20 ans de salariat, pour essayer de faire un petit projet un peu entrepreneurial, on va dire. Et avec ce truc-là, j'ai eu une sorte de petit accompagnement comme ça pour avoir des conseils sur comment avancer. Voilà. Et donc, Adacraft, c'est un fork de Scratch avec des améliorations des nouveaux blocs ou des fonctionnalités un peu différentes et des extensions. Et ce qu'il y a en plus, c'est un portail où on peut où les utilisateurs peuvent se connecter et stocker leurs projets. Et ça, c'est vraiment une particularité parce qu'en fait, des forks de Scratch, il y en a plein. Donc en particulier celui d'où vient l'extension de Postnet, par exemple. Mais voilà, des forks de Scratch avec en même temps la possibilité de sauvegarder les projets, ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et c'est ce qui fait que c'est un truc que je voulais vraiment porter dès le début, qu'il y ait vraiment ce truc-là, qu'on puisse capitaliser là-dessus, que par exemple lors des ateliers, les jeunes qui font des projets puissent les stocker en ligne, parce que sinon avec Colimet, c'était ça le problème aussi, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'enregistrer en ligne, il fallait soit enregistrer sur une clé USB ou alors ils le gardaient pas, quoi. Donc ça, c'était pour moi quelque chose de vraiment important et je voyais ça vraiment comme étant un plus. Donc ça, c'est en place, quoi. Pour la suite, moi, le gros chantier sur lequel je suis en train de travailler, c'est la partie open source, le faire vraiment en open source. Ce que ça veut dire surtout, c'est que j'ai pas mal de choses à nettoyer avant de le rendre visible. Donc c'est surtout ça le boulot. J'aimerais aussi m'inspirer des autres forks de Scratch parce que, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs, vraiment avec des philo très différentes et il y a des choses intéressantes à apprendre dans chacun de ces forks. D'ailleurs, il y a cette histoire de résolution, ça vient d'un fork existant. Voilà. Et puis voir aussi avec des scratchers. Donc ce qu'on appelle les scratchers, c'est ceux qui utilisent Scratch. Et ça existe depuis longtemps. Et là, il y a des scratchers qui commencent à être un peu plus âgés, qui ont un bon bagage avec Scratch et qui s'intéressent à d'autres choses ou à des usages évolués de Scratch. Et donc, je voudrais voir un peu s'ils n'auraient pas des idées à donner pour rendre la programmation par bloc un peu plus puissante, entre guillemets, parce que Scratch est vraiment pensé pour que ça soit simple, pour que les enfants de tout âge puissent l'utiliser facilement. Et dans les améliorations que je vois sur le portail et même au niveau extension, c'est de pouvoir stocker des données en ligne, faire de l'édition collaborative d'un même projet, parce que pour l'instant, c'est pas possible, donc pouvoir travailler à deux sur le même projet, alors pas en même temps, mais que plusieurs personnes puissent modifier le même projet. Et éventuellement, là, ça serait vraiment pour jouer, quoi, pour expérimenter. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen d'avoir du code qui serait exécuté côté serveur, mais qui serait défini avec des blocs style Scratch, quoi. Bon, mais ça sera pour plus tard. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien sûr ajouter plus d'extensions IA, parce que en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que si tout ça c'est possible, c'est surtout parce qu'il y a TensorFlow.js qui existe et qui permet d'exécuter facilement des algorithmes d'intelligence artificielle dans le navigateur avec des API qui sont assez faciles à utiliser. Il y a vraiment plein de choses qui se font autour de TensorFlow.js. Et en particulier, je reviens à Junya Ishihara, qui avait développé l'extension Postnet. Il a développé d'autres extensions et voilà, il y en a beaucoup qui reposent sur TensorFlow.js ou d'autres bibliothèques qui sont au-dessus de TensorFlow.
Et voilà, et donc là, il a pas mal d'extensions en plus qui sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs, on voit là-bas en haut à droite l'extension Teachable Machine que lui il avait développé du coup en parallèle de moi, enfin plutôt moi je l'avais fait alors que je ne savais pas que celle-là elle existait. Et celle-là elle est intéressante parce qu'il y a en plus le son que moi je n'ai pas implémenté. Et il y a aussi la pause avec une autre extension qu'on ne voit pas dans cette liste-là, mais il y en a d'autres qui sont super intéressantes. Et j'y reviendrai un peu plus tard parce que en termes de fonctionnalité, on voit sur d'autres choses après. Et donc voilà, donc déjà travailler un peu plus avec ce développeur-là pour ajouter des choses. Mais aussi, voilà, un outil qui est pas mal utilisé derrière, c'est ML5 JS, qui est une surcouche à TensorFlow, encore une fois, et qui propose pas mal de modèles. Et en particulier, il y a Andreas Refsgaard qui a développé plein d'exemples avec ML5JS de choses qu'on peut faire. Donc là, pareil, il y a du code qu'on peut voir. De la même manière que tout à l'heure, on voyait des extensions, enfin, l'art génératif avec P5JS. Lui, là, en fait, il a fait la même chose, mais avec ses algorithmes de machine learning. Donc, il y a clairement plein de choses intéressantes à faire à ce niveau-là aussi. Tout ça, bon, c'est un peu lié aussi, mais il y a aussi MediaPipe, donc là, qui propose pas mal de choses. Pour le coup, pas seulement dans le navigateur. Donc sans doute que certains d'entre vous connaissent déjà MediaPipe. Mais alors, je vais juste ouvrir la page ici, juste pour vous montrer que, voilà, déjà, il y a un côté dynamique aux choses, donc ça se rapproche des extensions que je vous ai déjà montrées. Et ici, il y a une petite table qui indique pour chaque algorithme sur quelle plateforme ça tourne, et il y en a quelques-uns qui tournent sur le web. Alors là, ici, on voit FaceMesh, qui n'est pas coché pour le web. Donc FaceMesh, c'est ce qui permet de détecter vraiment la texture du visage. Alors c'est cette application qu'on voit ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un peu. Ouais, mais non, on ne voit pas. Ok, c'est ici, là, où on voit qu'il y a un maillage du visage qui est détecté en temps réel. Bon, ben, il se trouve que ça fait partie des extensions développées par comment? J'ai oublié son nom. Alors, je vais fermer ça. Ouais, Junya Ishihara. L'extension FaceMesh to Scratch utilise justement ce qu'a fait MediaPipe. Donc voilà, il y a plein de choses à faire autour de ça et voilà, j'ai travaillé sur ces sujets-là. Et un dernier petit truc, Oz Ramos, qui lui développe un truc qui s'appelle MIDI-Blocks et handsfree.js. Donc toujours dans cette idée d'utiliser des algorithmes de machine learning pour de l'interaction, et hands-free, en gros, ça permet de gérer, de contrôler l'ordinateur avec son visage. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Et MIDI-Blocks qui est au-dessus, en fait c'est un projet qui est en train de démarrer et où lui aussi fait de la programmation par bloc pour manipuler tout ça. Mais lui il repart de zéro, il fait un nouvel environnement. Donc ça aussi c'est super intéressant à surveiller. Et donc voilà, donc je vais voir un peu s'il y a des choses qui sont utilisables aussi pour Adacraft dans tout ça, quoi. Voilà, un dernier petit truc, donc toujours sur les ouvertures. J'ai découvert ça hier en fait, mais il y a régulièrement, et là la prochaine fois c'est vendredi, donc sur une chaîne YouTube, la présentation de plein de projets qui ont été faits avec TensorFlow.js. Et il y a l'air vraiment d'y avoir des trucs très, très intéressants. Donc, je vous conseille d'aller voir. Donc là, on sort de la programmation par bloc. Mais bon, voilà, moi, je vais surveiller un peu ça, puis voir s'il n'y a pas des choses à prendre pour faire des blocs qui manipuleraient ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, voilà, j'en ai fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez essayer Adacraft, bien sûr, c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours surtout s'il y a des problèmes, mais aussi si vous voyez des choses si vous avez des idées, des choses à implémenter, si vous êtes en train de bosser sur un projet et qu'il vous manque quelque chose, moi je suis preneur de ce type de retour pour justement enrichir les choses. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter pour tout ça, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette présentation. C'était excellent. J'ai pas décroché d'un. Merci.
C'est dur d'applaudir en micro, mais... Ouais, c'est vrai que ça doit pas rentrer. Si vous avez des questions dans l'audience, il suffit de lever la main et je vous désigne. Après, vous coupez votre micro ou tout simplement, si vous ne trouvez pas lever la main, désactivez votre micro et puis posez votre question. Si vous avez... C'est toujours timide, les premières questions. Bon, alors, j'ai posé la mienne. Ouais. Ça fera un premier. C'est plus une curiosité, plus que vraiment un besoin. Et là, si j'ai bien compris, les modèles sont entraînés d'abord sur Teachable Machine et après, ils sont utilisés dans un programme. Enfin, c'est plutôt la partie utilisation et prédiction du modèle. Est-ce que ça serait possible de même mettre la partie entraînement du modèle dans Adacraft? Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est un truc que je me suis dit, ouais, il faut le faire parce que c'est aussi hyper intéressant d'un point de vue pédagogique, mais même en termes de ce qu'on peut faire, quoi. On pourrait imaginer de développer des petites interfaces toutes simples, toutes bêtes pour enrichir une base d'apprentissage, par exemple. Et donc, c'est tout à fait possible. TensorFlow.js le permet complètement. De toute façon, forcément, Teachable Machine tourne dans le navigateur, donc utilise les API TensorFlow.js que moi, je pourrais utiliser dans des blocs, que je pourrais appeler dans des blocs. Donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est d'autant plus faisable que... alors je suis désolé, je ne retiens jamais son prénom, mais le développeur de Tokyo, lui, il a développé une extension. Une de ses extensions permet de faire ça. Donc voilà, donc je pourrais rajouter son extension dans Adacraft. Donc et d'ailleurs, je crois que je l'ai rajouté. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec, mais il me semble qu'elle est déjà dedans. Alors je vais juste vérifier, mais enfin, je suis quasiment sûr qu'elle est dedans, et si elle n'est pas dedans, elle sera là rapidement. Donc on peut faire ce genre de choses, quoi. Par contre, juste une précision, il y a un truc que je n'ai pas dit. Sur Teachable Machine, assez vite, on se rend compte d'un problème, c'est qu'on a entraîné un modèle, et quand on l'utilise dans Adacraft, on se rend compte qu'il n'est pas bon, quoi. Moi, par exemple, j'avais fait un truc avec les pouces en l'air et en bas pour augmenter ou descendre une note. J'ai entraîné mon modèle, j'ai fait mon programme, et quand je suis revenu le lendemain et que j'ai essayé les trucs, ça ne marchait plus, parce que ce n'était pas les mêmes conditions d'éclairage, quoi. Et donc, le modèle que j'ai entraîné, il n'était pas bon, et j'aurais aimé le réentraîner avec des nouvelles données, quoi. Et sauf que pour ça, il faut bien penser à sauvegarder aussi les images du modèle. Donc ça, Teachable Machine permet de le faire. Il y a un mode, on peut sauvegarder dans le drive, ou sauvegarder sur sa machine toutes nos images pour les reprendre une autre fois, quoi. Et ce qui pourrait être bien, c'est que, et ça c'est un truc que j'aimerais faire, c'est que dans Adacraft, on puisse aussi stocker en ligne les images de l'apprentissage. Donc imaginez un espace de stockage avec Adacraft pour ces choses-là, quoi. Donc ça fait partie des idées en effet que j'aimerais creuser, quoi. Merci beaucoup. Ça ouvre plein de choses pour faire découvrir ouais. Concrètement, c'est toute ma famille qui ne comprend pas très bien ce que je fais au quotidien. Ah ouais. Déjà, rien que Teachable Machine, c'est énorme, quoi. Après, donc, là, du coup, je ne vends pas trop Adacraft, mais Adacraft, ça donne le côté, allez, je crée quelque chose avec ça. Mais déjà, l'étape Teachable Machine, ça, vous pouvez y aller autour de vous, ça marche super bien, c'est très, donc c'est ludique, et on peut véhiculer plein de messages avec ça. Non, mais... Ah ouais, alors, petite précision. Oui, dans l'historique, j'ai oublié un truc. En fait, ouais, donc d'où vient le nom Adacraft? Voilà, toujours quand on démarre un projet, on se pose plein de questions sur les noms. Et bon, en fait, donc pour ceux qui connaissent, en fait, c'est en référence à Ada Lovelace, qui pour moi est vraiment, donc le Ada de Adacraft, c'est Ada Lovelace, qui est pour moi vraiment un personnage inspirant, parce que il y a des gens qui disent que c'était la première programmeuse de l'histoire, mais pour moi c'est surtout qu'elle avait vraiment une vision mais hallucinante de ce qu'on pouvait faire avec ces outils-là, parce qu'en fait elle date du début du 19e,
Donc à une époque où, bah oui, il n'y avait pas d'ordinateur forcément. Il commençait à y avoir des machines imaginées par des mathématiciens, donc dont Babbage, mais qui en fait n'a jamais existé du vivant de Babbage. Mais voilà, il y a toute la théorie derrière, et Ada Lovelace, elle s'est intéressée à ça, elle a publié des choses dessus, et puis elle a surtout imaginé qu'avec des machines de ce type-là, elle a imaginé les usages qu'on pouvait avoir avec cette machine-là, avec ce type de machine. Babbage, lui, il voyait ça vraiment comme étant une sorte de grosse calculatrice qui allait améliorer la navigation pour mieux calculer les trucs, etc. Donc, vraiment une sorte de grosse calculatrice. Ada Lovelace, elle s'est dit, ah oui, avec cette machine, on va pouvoir manipuler des choses abstraites. On pourrait bien imaginer qu'un jour, elle compose une œuvre musicale. Voilà. Donc, elle allait vraiment beaucoup plus loin. Elle avait vraiment une vision là-dessus. Et du coup, je cherchais un nom qui utilisait Ada. Et j'ai cherché un peu autour de moi. Enfin, j'ai posé la question un peu autour de moi. Et puis, en fait, c'est Aurélie Vache qui m'a donné l'idée de ce nom, AdaCraft. Voilà, avec le côté craft pour construire quelque chose, quoi. Donc merci Aurélie. Philippe, tu as une question ou un partage à faire? Vas-y, tu peux y aller. T'es en mute peut-être? Yes. Est-ce qu'on t'entend? On t'entend pas. Le micro. Ouais, je crois. C'est pas que moi. Moi, j'entends rien non plus, ouais. Ouais. J'envoie un message. Ok, par chat. Et j'exprimerai la question à voix haute. Ah, ou Nicolas, tu la vois. Ouais, je fais. Ouais. Est-ce que. Juste le temps que la question arrive, je vais juste remercier tous ceux qui sont partis ou qui étaient là. Et, merci pour votre présence et vous souhaiter une bonne fin d'année. Et pour les plus vaillants, tout à l'heure, on pourra se retrouver. Je vous partagerai les liens Gather. Et alors la question, est-ce qu'il y a des blocs permettant des entrées-sorties avec des parties électroniques? Ouais, alors ça, on est dans la partie Scratch elle-même. À l'origine, dans Scratch, il y a quelques extensions qui permettent de brancher des Lego, enfin donc le Lego Mindstorm ou autre, et des microbits aussi. C'est des petits dispositifs électroniques qui sont programmables. Donc voilà, il y a quelques extensions dans Scratch par défaut qui permettent de faire ça. Et donc du coup, ils se retrouvent dans AdaCraft. Mais ensuite, il existe plein, pour contrôler de l'électronique, il existe plein d'autres projets qui utilisent la programmation par bloc pour faire ça. Voilà, donc il y a un Toulousain qui fait ça, par exemple, qui s'appelle Things, qui développe des petits dispositifs et qui aura aussi un côté un peu Lego où on met les éléments électroniques dans une sorte de petite plaque comme ça avec des trous. C'est assez simple à faire et on programme par bloc. Mais lui, là, c'est avec autre chose que Scratch ou AdaCraft. Voilà, et toujours dans cette ordre d'idées, oui, il y a des gens qui développent des extensions Scratch pour manipuler ces choses-là. Et donc, on peut aussi imaginer que dans AdaCraft, je les récupère suivant les besoins et les envies des uns et des autres. Et Junya, donc le développeur japonais, là, il en a développé quelques-unes. Alors, j'ai regardé, moi je connais pas trop tout ce qui est électronique, tous les systèmes qui existent, etc. Mais je crois que dans le tas, en plus, il y en a qui sont vraiment très spécifiques au Japon, mais bon, il y en a d'autres aussi, quoi.
Donc clairement, c'est pensé, c'est possible, et il existe des extensions qui font ça, quoi. Donc après, il faut voir, je ne sais pas si vous pensiez à un truc en particulier, ou voilà, quoi. Par exemple, pour Arduino, parce que c'est un des trucs électroniques les plus courants, il existe un fork de Scratch qui s'appelle mblock, je crois, qui permet de programmer des Arduino avec des blocs à la Scratch. Ah oui. Sur de l'IoT, votre question c'est sur de l'IoT, Ah, ok. des choses Oui, comme sur ça. l'IoT, oui. Ouais, bah, je pense que, enfin, c'est faisable. Là, c'est faisable. Il y a déjà des choses qui existent un petit peu. Enfin voilà, c'est la réponse que j'ai donnée, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Ouais. Merci. De rien. Ah, Ah bon, vous en... on t'a entendu. C'est bon, le micro il marche. Ah bon, enfin. Bon, voilà. Et puisque le micro marche, est-ce que tu as présenté différents exemples? Là, j'ai regardé sur ton site, il y a l'exemple avec les châssis à moi, et il y a aussi au niveau du tuto, il y a le tuto avec c'est marqué, de reconnaissance d'image avec des chiens, je suppose. Est-ce qu'il y a d'autres, dans les autres exemples que tu avais montrés, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, après, il y a une page Explore sur Adacraft, sur le portail, où on voit d'autres exemples. Alors, ils ne sont pas tous là. Là, en fait, je les rajoute à la main, là, un peu en fonction des moments, quoi, enfin, de ce qui arrive. Et je ne mets pas tout le temps tout à jour. Et en effet, peut-être que ça manque de mettre plus de... Disons qu'il y a plus de beaucoup choses. d'exemples sur l'art créatif, mais Ouais. concernant l'IA, sur le Explore, je crois qu'il n'y a que Bengal que les chats, la reconnaissance des chats. Ouais. En effet, ça manque peut-être un peu, donc il faudra que je pense à en rajouter. Ouais. En tout cas, beau travail. Merci. À moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres personnes qui se posaient des questions dans le cadre du Meet. Ah, Allô? non, c'est moi. J'ai parlé, Ah, ok. j'avais oublié que le mute, le classique. Je disais que vu l'heure, s'il y a des gens qui veulent continuer dans le gazeur pour poser des questions de manière un peu plus informelle, on peut se retrouver là. Je vous partage les liens tout de suite. J'arrête l'enregistrement.